On vous a menti. Pas délibérément, pas par complot. Mais on vous a quand même menti, par peur de vous faire peur. Pendant des décennies, on vous a parlé du réchauffement climatique comme d'un problème futur. Un problème pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour un monde lointain et abstrait. Un problème que la science allait résoudre avant que ça ne devienne vraiment grave. Alors vous avez peut-être haussé les épaules, peut-être changé de chaîne, peut-être commandé une pizza et pensé à autre chose. Mais voilà ce que les chiffres disent maintenant, en ce moment, pendant que vous nous écoutez. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée depuis que les humains ont commencé à mesurer la température de la Terre, c'est-à-dire depuis plus de 170 ans. La première année dans l'histoire a dépassé officiellement 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ce n'est pas une anomalie passagère, ce n'est pas El Niño qui fait des siennes, c'est le signal. C'est le monde en train de changer sous nos pieds, en direct. La question que tout le monde pose est simple. Qu'est-ce qui nous attend ? Pas dans un siècle, pas dans 50 ans, mais dans les prochaines décennies, dans les prochaines années, dans un avenir suffisamment proche pour que vous le viviez, vous, avec vos propres yeux. La réponse est à la fois plus nuancée et plus terrifiante que ce que vous imaginez. Parce que le réchauffement climatique n'est pas un problème linéaire qu'on résout en vissant une ampoule basse consommation. C'est un système planétaire avec des engrenages, des boucles, des seuils au-delà desquels les choses ne reviennent plus jamais en arrière. Et certains de ces seuils, nous sommes peut-être déjà en train de les franchir. Alors aujourd'hui, nous allons tout décortiquer. La machine climatique, la glace qui fond, les océans qui montent, les tempêtes qui s'emballent, les migrations humaines massives, les scénarios que les scientifiques dessinent pour la fin du siècle, et les quelques raisons, précaires mais réelles, d'espérer. Si ce genre d'exploration du monde qui nous entoure vous passionne, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime. Ça nous permet de continuer à creuser ces sujets qui comptent vraiment. Commençons par là où nous en sommes, parce que, avant de parler de ce qui vient, il faut comprendre l'ampleur de ce qui est déjà là. Le service européen Copernicus, l'observatoire climatique de l'Union européenne, a confirmé en janvier 2025 que 2024 a dépassé pour la première fois le seuil sacré d'1,5 degré de réchauffement moyen par rapport à l'ère pré-industrielle. La température moyenne mondiale a atteint plus de 15 degrés, soit 1,6 degré au-dessus de ce que la Terre affichait avant que nous commencions à brûler du charbon, du pétrole et du gaz en masse. Un chiffre qui paraît petit, un chiffre qui en réalité est colossal. Imaginez la Terre comme un patient. Si votre médecin vous dit que votre température corporelle a augmenté d'1,5 degré en permanence, il ne hausse pas les épaules, il vous hospitalise. Parce que le corps humain, comme le système climatique de la Terre, est calibré avec une précision extraordinaire. Un petit écart persistant et tout système se dérègle. Ce qui est frappant, c'est la vitesse. L'Organisation météorologique mondiale a documenté que les 10 années entre 2015 et 2024 forment la décennie la plus chaude jamais enregistrée, sans exception. Les 16 mois consécutifs, entre juin 2023 et septembre 2024, ont chacun battu leur propre record mensuel. Chaque mois, un nouveau sommet. Comme si la Terre avait décidé de grimper sans jamais s'arrêter pour reprendre son souffle. Ce réchauffement, d'où vient-il exactement ? La réponse est dans l'atmosphère, dans une couverture de gaz invisible qui s'épaissit depuis 2 siècles. Avant la révolution industrielle, la concentration de dioxyde de carbone dans l'air était d'environ 278 parties par million. En 2023, elle avait bondi à 420 parties par million, une augmentation de plus de 50% en moins de 2 siècles. Pour mettre ça en perspective, les dernières fois que la Terre a vu des concentrations aussi élevées de CO2, c'était il y a plusieurs millions d'années. Avant l'apparition de l'être humain moderne, quand les hippopotames se baignaient dans des rivières qui traversaient ce qui est aujourd'hui le Sahara. L'effet de serre, en lui-même, n'est pas le problème. C'est même ce qui rend la vie possible sur Terre. Sans lui, la température moyenne de notre planète serait en dessous de moins 18 degrés, une boule de glace stérile dérivant dans l'espace. Le problème, c'est que nous avons injecté dans ce système si délicat, si finement équilibré, une quantité de gaz à effet de serre qu'il n'avait pas vu depuis des millions d'années. Et nous l'avons fait en moins de 2 siècles. En termes géologiques, c'est un claquement de doigts. En termes humains, c'est la vitesse d'un accident de voiture. Voici comment ça fonctionne. Imaginez une serre de jardinier. Ces structures en verre qui gardent les plantes au chaud en hiver. Le soleil entre par le verre, réchauffe l'intérieur, mais la chaleur ne peut pas ressortir facilement. L'atmosphère terrestre fonctionne de la même façon avec les gaz à effet de serre. Sauf que dans notre cas, c'est nous qui avons rajouté des couches et des couches de verre supplémentaires à une vitesse affolante. Le soleil continue d'envoyer la même quantité d'énergie qu'avant, mais maintenant, une part plus grande de cette énergie reste piégée. Et ce surplus d'énergie,
il faut bien qu'il aille quelque part. Il va partout. Dans l'air, les températures montent. Dans les océans, il se réchauffe et absorbe la chaleur comme une éponge géante. Dans la glace des pôles et des glaciers, elle fond. Dans les cycles de l'eau, l'évaporation s'accélère, les précipitations se font plus intenses et plus imprévisibles. Le système climatique de la Terre est interconnecté de façon si complexe que toucher un élément, c'est toucher tout le reste. Et c'est là que le réchauffement climatique devient vraiment préoccupant. Pas à cause du degré ou deux de plus en moyenne, mais à cause de ce que ce réchauffement provoque dans les rouages du système. Des rouages qui, une fois déséquilibrés, peuvent s'emballer d'eux-mêmes. Les scientifiques ont un terme pour désigner les seuils les plus dangereux de ce système, les points de basculement. En anglais, on les appelle tipping points. Ce sont des lignes rouges que la science craint par-dessus tout. Pas à cause de ce qui se passe quand on les franchit, mais à cause de ce qui arrive après, l'irréversibilité. Pensez à une bascule de jeu dans une cour d'école. Tant que l'équilibre est maintenu, ça tient. Mais poussez suffisamment fort d'un côté, et la bascule part, et elle ne revient pas toute seule. Les points de basculement climatique fonctionnent exactement comme ça, sauf que l'échelle de temps n'est pas une seconde, mais des décennies ou des siècles. Le Global Tipping Points Report, un rapport scientifique majeur publié en décembre 2023 par l'Université d'Exeter avec la participation de centaines de chercheurs du monde entier, a posé une question qui mérite qu'on s'y arrête. Combien de ces bascules climatiques avons-nous déjà activées ? La réponse est troublante. Selon les auteurs, le niveau de réchauffement actuel pourrait déjà suffire à déclencher 5 points de basculement distincts. Et si nous atteignions durablement 1,5 degré de réchauffement, ce que nous sommes sur le point de faire, 3 autres pourraient suivre. Voici les acteurs principaux de ce drame. Premier acteur, la calotte glaciaire du Groenland. Cette île gigantesque, recouverte sous des kilomètres de glace accumulée pendant des centaines de milliers d'années, a déjà perdu des quantités de glace phénoménales. Les observations satellitaires montrent que la fonte s'est produite 6 fois plus vite au cours des 20 dernières années que durant toute la période pré-industrielle. Des scientifiques danois ont publié une étude alarmante. Quel que soit notre comportement dorénavant, même si nous arrêtions toutes les émissions de gaz à effet de serre demain matin, la fonte déjà engagée du Groenland élèvera les océans d'au moins une vingtaine de centimètres avant la fin du siècle. Un minimum garanti, irréversible. Deuxième acteur, le pergélisol arctique. Le pergélisol, c'est le nom donné au sol gelé en permanence depuis la dernière ère glaciaire. Il couvre une surface plus grande que l'Europe entière, principalement en Sibérie, en Alaska et au nord du Canada. Et dans ce sol gelé, emprisonné depuis des millénaires, se trouve une quantité de carbone 2 fois plus importante que tout le carbone actuellement présent dans notre atmosphère. Du carbone sous forme de plantes et d'animaux morts, conservé comme dans un congélateur depuis des dizaines de milliers d'années. Quand le pergélisol dégèle, et il dégèle progressivement mais inexorablement avec le réchauffement, ce carbone se décompose. Il se transforme en dioxyde de carbone et en méthane. Et le méthane, à court terme, est un gaz à effet de serre environ 80 fois plus puissant que le CO2. Ce que ça signifie, concrètement, le pergélisol en train de dégeler libère des gaz qui réchauffent encore davantage l'Arctique, ce qui fait fondre encore plus de pergélisol, qui libère encore plus de gaz. Une boucle qui s'auto-entretient, qui s'emballe seule, que nous ne pouvons pas arrêter une fois qu'elle est lancée. Troisième acteur, l'Amazonie. La plus grande forêt tropicale du monde produit elle-même environ 1/3 des pluies qu'elle reçoit. Elle est un écosystème autorégulé, une machine à pluie gigantesque qui se nourrit de sa propre humidité. Mais la déforestation et le réchauffement, combinés, fragilisent dangereusement ce cycle. Les scientifiques estiment qu'au-delà d'un certain seuil de déforestation, et nous n'en sommes plus très loin, l'Amazonie pourrait basculer de forêt tropicale luxuriante en savane sèche. Une transformation qui libérerait des centaines de milliards de tonnes de carbone stockées dans ces arbres, amplifiant le réchauffement planétaire de façon dramatique. Quatrième acteur, la banquise arctique estivale. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. La glace de mer en été a déjà perdu la moitié de sa superficie par rapport aux années 70. Les experts du GIEC prévoient que l'Arctique pourrait être pratiquement libre de glace en été dès les années 2050. Certains modèles disent même avant. Et la disparition de cette glace blanche, qui réfléchissait la lumière du soleil comme un miroir géant, expose les eaux sombres de l'océan qui absorbent la chaleur au lieu de la renvoyer. Une autre boucle qui s'emballe. Ce qui rend les points de basculement encore plus inquiétants, c'est leur capacité à interagir, ce que les scientifiques appellent les effets en cascade. La fonte du Groenland déverse de l'eau douce dans l'Atlantique Nord, ce qui perturbe les courants océaniques. Les courants océaniques perturbés
modifie les régimes de précipitation. Les régimes de précipitation modifiés assèchent certaines régions, ce qui stresse les forêts, qui brûlent plus facilement, ce qui libère plus de CO2. Et ce CO2 réchauffe encore un peu plus l'Arctique, qui dégèle encore un peu plus de pergélisol. Un domino en pousse un autre, qui en pousse un troisième. La science ne nous dit pas que ces cascades vont forcément se produire, mais elle nous dit qu'elles deviennent beaucoup plus probables à mesure que le thermomètre monte. Et c'est pour ça que chaque fraction de degré compte, pas comme un chiffre sur un baromètre, mais comme un verrou supplémentaire qu'on ouvre ou qu'on garde fermé. Et si vous pensiez que les pôles, c'est loin de chez vous, attendez d'entendre ce que nous dit la glace sur les niveaux des océans, parce que c'est là que les choses deviennent très concrètes, très vite. Revenons à la glace, mais cette fois-ci, avec une question précise en tête. Combien le niveau des mers va-t-il monter et à quelle vitesse ? C'est probablement l'une des conséquences les plus tangibles du réchauffement climatique, celle qui va redistribuer les cartes géographiques de la planète d'une façon que nous commençons tout juste à mesurer. Commençons par un fait établi. Le niveau moyen des mers a déjà monté d'environ 21 cm depuis le début du XXe siècle. Mais ce qui préoccupe vraiment les scientifiques, c'est l'accélération. Au début du siècle dernier, les eaux montaient lentement, environ 1,5 mm par an. Aujourd'hui, ce rythme a plus que doublé, et les données satellitaires montrent que cette accélération continue. La montée des eaux vient de deux sources principales. La première, c'est la dilatation thermique. L'eau chaude occupe plus de volume que l'eau froide. Comme les océans absorbent la chaleur supplémentaire injectée par l'effet de serre renforcé, et ils en ont absorbé une quantité phénoménale, comme en témoigne le record de température des océans établi en 2023 et maintenu en 2024, ils se dilatent physiquement. La deuxième source, c'est la fonte des glaces continentales. Groenland, Antarctique et les milliers de glaciers de montagne sur tous les continents. L'Antarctique mérite une attention particulière, parce que c'est là que se joue l'avenir à long terme du niveau des mers. Ce continent gelé contient à lui seul assez d'eau pour faire monter les océans de plus de 60 mètres si toute sa glace fondait. Bien sûr, une fonte totale n'est pas dans les projections du siècle, mais même une fonte partielle de l'Antarctique occidentale, dont la calotte repose sur un lit rocheux sous le niveau de la mer, aurait des conséquences majeures. Certains scientifiques estiment que cette région est peut-être déjà déstabilisée de façon irréversible. Pour ce siècle, les projections varient énormément selon le scénario d'émission. Dans un scénario optimiste, où nous réduisons nos émissions rapidement et massivement, la montée des eaux pourrait être contenue autour de 30 à 50 cm d'ici 2100. Dans un scénario pessimiste, où nous continuons à brûler des combustibles fossiles sans contrainte, certaines études publiées dans des revues comme Science et le Proceedings of the National Academy of Sciences projettent une montée potentielle de plus d'1,50 m, voire de 2 mètres et plus, dans les scénarios les plus extrêmes. Mais voici ce qui rend ces chiffres plus tangibles. La montée des eaux ne se ressent pas de façon uniforme partout sur le globe. C'est contre-intuitif, mais vrai. Les régions proches des grandes calottes glaciaires peuvent même voir le niveau de la mer baisser localement lorsque la glace fond, parce que la calotte glaciaire exerce une attraction gravitationnelle sur l'océan. En revanche, les régions éloignées, les côtes de l'Amérique du Nord, de l'Asie, de l'Afrique, subissent une montée encore plus importante que la moyenne mondiale. Ce que cela signifie concrètement, les îles du Pacifique comme Kiribati ou les Maldives, dont le sol ne dépasse le niveau de la mer que de quelques mètres, verront leur territoire progressivement englouti. New York, Amsterdam, Dhaka, Mumbai, Shanghai, Ho Chi Minh Ville, des dizaines de mégapoles côtières qui abritent des centaines de millions de personnes, devront gérer des inondations de plus en plus fréquentes, des tempêtes de plus en plus dévastatrices qui pénètrent plus loin dans les terres. Et avec une montée des eaux d'1 mètre, la Banque mondiale estime que jusqu'à 187 millions de personnes pourraient être contraintes de quitter leur foyer. Mais la glace n'est pas le seul problème que posent nos océans. L'eau de mer, qui recouvre environ 70% de la surface de la Terre, joue un autre rôle crucial, bien moins visible, mais tout aussi déterminant pour la vie sur notre planète, et pour notre propre survie. Les océans absorbent non seulement la chaleur excédentaire, mais aussi une grande partie du dioxyde de carbone que nous émettons. C'est une chance, car sans eux, le réchauffement serait bien plus rapide. Mais cette absorption a un prix. Quand le CO2 se dissout dans l'eau de mer, il forme de l'acide carbonique. Les océans s'acidifient. Depuis le début de l'ère industrielle, le pH des océans a baissé d'environ 30%, une vitesse d'acidification qui n'a probablement pas été égalée depuis des millions d'années. Cette acidification est silencieuse, invisible à l'œil nu, mais ses conséquences sur les écosystèmes marins sont profondes. Les créatures à coquilles calcaires, les moules, les huîtres,
les oursins, les homards, ont de plus en plus de mal à construire et à maintenir leur structure. Les coraux sont particulièrement vulnérables. Ils ne sont pas seulement sensibles à la chaleur, mais aussi à l'acidité. Un océan légèrement plus acide et légèrement plus chaud est un océan qui tue les coraux. Et les coraux, parlons-en. Ces architectes sous-marins construisent les récifs coralliens, qui ne couvrent que 2 pour 1000 de la surface des océans, mais abritent environ un quart de toute la biodiversité marine. Les récifs sont les forêts tropicales de la mer, des nurseries pour des milliers d'espèces de poissons, des protections naturelles pour les côtes contre les tempêtes, des sources de revenus pour plus de 500 millions de personnes à travers le monde. Le GIEC est sans ambiguïté. Même dans le meilleur scénario, avec un réchauffement limité à 1,5 degré, entre 70 et 90% des coraux tropicaux pourraient disparaître. À 2 degrés de réchauffement, la quasi-totalité des récifs coralliens serait détruite. Vers 2050, selon les projections les plus pessimistes, les récifs coralliens tropicaux pourraient avoir pratiquement disparu. Des milliers d'espèces marines qui dépendent de ces récifs perdraient leur habitat. Des centaines de millions de personnes perdraient leur source de nourriture et de revenus. Et les côtes, privées de la barrière naturelle que forment les récifs contre les houles et les tempêtes, deviendraient exponentiellement plus vulnérables. En parallèle, les courants océaniques, qui sont le système de chauffage central de notre planète, transportant la chaleur des tropiques vers les régions tempérées, se perturbent. Et aucun courant n'inquiète autant les scientifiques que l'AMOC, la circulation méridienne de retournement atlantique, dont fait partie le célèbre Gulf Stream. L'AMOC est un immense tapis roulant d'eau. En surface, il transporte de l'eau chaude et salée des tropiques vers le nord, jusqu'aux côtes de l'Europe du Nord et de la Scandinavie, libérant sa chaleur dans l'atmosphère et rendant ces régions bien plus douces qu'elles ne le seraient autrement. En profondeur, l'eau froide et dense plonge vers le fond de l'Atlantique et repart vers le sud. Ce circuit, d'une puissance colossale, régule le climat de tout le bassin atlantique depuis des millénaires. Mais il y a un problème. Ce système fonctionne grâce à la densité de l'eau salée. L'eau salée est plus lourde que l'eau douce, et c'est ce qui fait plonger l'eau en surface vers les profondeurs. La fonte massive du Groenland déverse des quantités croissantes d'eau douce dans l'Atlantique Nord, exactement là où l'eau est censée plonger. Cette eau douce, moins dense, interfère avec le mécanisme, comme si quelqu'un versait de l'huile dans un moteur fait pour fonctionner à l'eau. Des études publiées dans Nature ont montré que l'AMOC a déjà perdu environ 15% de son intensité depuis le milieu du XXe siècle. Et selon une étude publiée en 2025 dans la revue Geophysical Research Letters par des chercheurs néerlandais, si l'AMOC s'effondrait complètement, les hivers en Europe du Nord-Ouest deviendraient spectaculairement plus froids. Paris pourrait connaître des baisses de température de l'ordre de moins 4 degrés en hiver, et les régions scandinaves verraient des conditions proches de celles du dernier âge glaciaire. 44 experts scientifiques de 15 pays différents ont co-signé une lettre d'alerte au Conseil nordique des ministres, avertissant que ce risque a été largement sous-estimé, y compris par le GIEC. La fenêtre pour un effondrement possible de l'AMOC, selon une étude statistique controversée mais sérieuse, se situerait entre 2025 et 2095, avec un pic de probabilité autour de 2057. D'autres études sont beaucoup plus optimistes. Mais le fait que les scientifiques débattent de ce scénario avec une telle intensité est lui-même révélateur. Prenons un moment pour comprendre l'ampleur réelle de ce dont nous parlons. Un ralentissement important de la MOC ne signifie pas que l'Europe gèlerait dans un monde réchauffé. Le réchauffement global compenserait une partie du refroidissement régional. Mais il signifierait des hivers bien plus rudes en Europe de l'Ouest, une transformation radicale des régimes de précipitation, une montée du niveau de la mer encore plus forte sur les côtes est de l'Amérique du Nord et un dérèglement des moussons africaines et asiatiques dont dépendent des milliards de personnes pour leur alimentation. Ce que tout cela nous dit, c'est que le réchauffement climatique n'est pas simplement une question de degrés supplémentaires, c'est une question de systèmes interconnectés qui se déstabilisent les uns les autres. Et parmi ces systèmes, les événements météorologiques extrêmes occupent une place à part, parce qu'ils sont déjà là, parce qu'ils frappent maintenant, et parce que ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce qui vient. Le rapport annuel des catastrophes mondiales de Swiss Re pour 2024 est arrivé avec des données qui donnent le vertige. Les pertes économiques mondiales liées aux catastrophes naturelles ont dépassé 310 milliards de dollars en 2024, un niveau record. Les pertes assurées ont franchi pour la 5e année consécutive le seuil de 100 milliards de dollars. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une tendance. En 2024, les États-Unis ont subi 27 catastrophes météorologiques majeures, causant plus d'1 milliard de dollars de dommages chacune. Un record. L'ouragan Helen, en septembre, a dévasté le sud-est américain,
avec des pertes approchant les 80 milliards de dollars. L'Espagne a connu en octobre des inondations catastrophiques dans la région de Valence, où des précipitations équivalent à une année entière se sont abattues en moins de 8 heures, faisant des centaines de morts. En Europe centrale, la tempête Boris a engendré des crues sans précédent en République tchèque, Autriche, Pologne et Roumanie. En Amérique du Sud, une sécheresse brutale a paralysé les systèmes d'énergie, les transports et l'agriculture du Brésil et de pays voisins. Une sécheresse que les scientifiques ont estimée 30 fois plus probable à cause du changement climatique induit par l'homme. Ces événements ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des caprices de la nature. Ils portent l'empreinte du réchauffement climatique, mesurable, quantifiable. Les précipitations de la tempête Boris ont été jugées 2 fois plus probables en raison du réchauffement. Les eaux chaudes du golfe du Mexique, qui ont nourri les ouragans Hélène et Milton, étaient des centaines de fois plus probables à cause du changement climatique. Voici comment comprendre ce lien. Une atmosphère plus chaude retient plus d'humidité. La physique dit environ 7% d'humidité supplémentaire par degré de réchauffement. Quand une tempête frappe, elle a donc beaucoup plus d'eau à déverser. C'est pourquoi les inondations catastrophiques deviennent plus fréquentes, plus intenses, plus meurtrières. Dans le même temps, les régions déjà sèches deviennent encore plus arides. La chaleur supplémentaire aspire l'humidité du sol, transformant les sécheresses ordinaires en catastrophes. Le GIEC l'a formulé clairement dans son 6e rapport. Un événement de chaleur extrême qui se produisait une fois tous les 10 ans avant l'ère industrielle se produira désormais 4 fois plus souvent avec 1,5 degré de réchauffement et 9 à 10 fois plus souvent avec 4 degrés de réchauffement. Autrement dit, ce qui était autrefois une catastrophe exceptionnelle devient la nouvelle normalité. Et la nouvelle normalité devient insuffisante pour qualifier l'exceptionnel de demain. Les incendies de forêt illustrent parfaitement cette mécanique. En 2019, des incendies colossaux ont ravagé l'Australie, la Sibérie, l'Amazonie, l'Europe et l'Indonésie simultanément. Ces incendies ont généré une quantité de CO2 équivalent à environ 20% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre. Du CO2 supplémentaire qui réchauffe encore davantage la planète, qui crée des conditions encore plus propices aux incendies l'année suivante. Une autre boucle qui se referme sur elle-même. Selon les études citées par le GIEC, l'allongement de la saison des incendies est déjà documenté à l'échelle mondiale. Les projections indiquent que d'ici 2050, les zones brûlées chaque année pourraient augmenter de plus d'1 tiers par rapport au niveau actuel. Dans certaines régions, de beaucoup plus. Et l'Europe, qui se pensait relativement à l'abri de ce risque, a découvert depuis quelques étés que ses forêts brûlent aussi. Mais au milieu de toutes ces catastrophes physiques, les tempêtes, les inondations, les sécheresses, les incendies, il y a une autre catastrophe qui se déroule en silence, à l'échelle de millénaires comprimés en décennies. Une catastrophe qui touche non seulement les humains, mais la totalité du vivant sur cette planète. Et c'est l'histoire que nous allons maintenant explorer, celle d'une biodiversité en crise, et de ce que cela signifie vraiment pour notre avenir commun. Prenez le temps d'imaginer un monde sans coraux, sans banquise, sans glaciers de montagne, sans certaines forêts tropicales. Ce monde-là n'est pas une fiction dystopique. C'est l'une des trajectoires possibles de notre siècle si nous ne changeons pas de cap. Et les effets en cascade de l'effondrement de la biodiversité sont aussi graves, à terme, que n'importe quelle catastrophe météorologique. La biodiversité marine est en première ligne. Les récifs coralliens, nous l'avons vu, sont en train de mourir. Blanchissement après blanchissement, acidification après acidification. Mais la perturbation va bien au-delà des coraux. Les poissons migrent vers les pôles à la recherche d'eau plus froide, à une vitesse d'environ 5 km par an en moyenne. Cette migration déplace les zones de pêche, perturbant les économies côtières et les systèmes alimentaires de millions de personnes. Des espèces incapables de se déplacer assez vite ou de s'adapter assez rapidement disparaissent. Sur Terre, le changement est tout aussi radical. Les zones climatiques se déplacent vers les pôles et vers les altitudes. Les espèces qui peuvent se déplacer, oiseaux, mammifères, essaient de suivre leurs habitats. Mais beaucoup se retrouvent bloqués. Les barrières humaines, routes, villes, zones agricoles, empêchent la migration. Les espèces plus lentes, arbres, plantes, ne peuvent pas se déplacer assez vite pour suivre le rythme sans précédent du réchauffement actuel. La forêt boréale du nord du Canada et de la Sibérie, la plus grande forêt du monde, commence à dépérir sous l'effet conjugué du réchauffement, de la sécheresse et des insectes ravageurs qui prolifèrent dans des hivers moins froids. Les arbres affaiblis ne résistent plus aux maladies. Les forêts brûlent plus facilement. Et des zones autrefois recouvertes de forêts denses se transforment progressivement en paysages ouverts,
libérant le carbone stocké dans les arbres et dans le sol. Dans les montagnes, les glaciers fondent à une vitesse alarmante. Non seulement ils contribuent à la montée des mers, mais ils alimentent les rivières qui irriguent des régions entières pendant la saison sèche. L'Himalaya, les Andes, les Alpes, les Rocheuses, leurs glaciers sont les châteaux d'eau de régions entières. Des centaines de millions de personnes dépendent de ces réservoirs de glace pour leur approvisionnement en eau. Quand la glace disparaît, les rivières se tarissent, les récoltes échouent, les villes souffrent de pénurie d'eau. Certains chercheurs parlent déjà d'une future crise de l'eau qui touchera des régions comme le Pérou ou les plateaux asiatiques d'une façon que nous avons du mal à imaginer. Et maintenant, venons-en à l'humain. Parce que tout ce que nous avons décrit jusqu'ici, la montée des eaux, les événements extrêmes, l'effondrement des écosystèmes, a une conséquence directe, humaine, qui se déroule déjà et qui va s'amplifier de façon spectaculaire. Le déplacement de population à une échelle qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire récente. En 2024, les Nations Unies ont enregistré un record absolu de déplacements climatiques internes à travers le monde. Près de 46 millions de nouveaux déplacements liés à des catastrophes, presque le double de la moyenne annuelle de la décennie précédente. Des gens forcés de quitter leur maison à cause d'inondations, de sécheresses, de cyclones, de canicules, rendant certaines zones temporairement ou définitivement inhabitables. Les projections pour les prochaines décennies sont vertigineuses. La Banque mondiale, dans son rapport Groundswell publié en 2021, a estimé que le changement climatique pourrait contraindre jusqu'à 216 millions de personnes à se déplacer à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050, si rien n'est fait pour réduire drastiquement les émissions. D'autres projections plus larges, prenant en compte les migrations internationales et les déplacements côtiers, évoquent des chiffres encore plus importants. Ces migrations ne seront pas réparties équitablement. Les régions les plus touchées sont celles qui ont le moins contribué au problème. L'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, les petits États insulaires du Pacifique. Ce sont des populations qui n'ont émis qu'une fraction infime des gaz à effet de serre accumulés dans l'atmosphère, mais qui paient le prix le plus élevé. Une injustice fondamentale qui ne fait qu'aggraver les tensions géopolitiques déjà existantes. Parce que les migrations climatiques ne se déroulent pas dans un vide politique. Elles se produisent dans des régions déjà marquées par la pauvreté, la fragilité institutionnelle, les tensions communautaires. Le changement climatique agit comme un multiplicateur de risques. Il amplifie les instabilités existantes, transforme des sécheresses ordinaires en crises alimentaires, des crises alimentaires en conflits, des conflits en exode massif. Des chercheurs ont même établi un lien entre la sécheresse catastrophique qui a frappé la Syrie entre 2006 et 2010 et le terreau social qui a alimenté la guerre civile. La sécheresse avait chassé des millions d'agriculteurs vers les villes, créant une pression sociale explosive. La sécurité alimentaire mondiale est une autre menace concrète. Le réchauffement réduit les rendements agricoles dans les régions tropicales et subtropicales, exactement là où vivent la majorité des personnes souffrant déjà de malnutrition. Les cultures de base, comme le blé, le maïs et le riz, réagissent très mal aux températures extrêmes pendant les phases critiques de croissance. Les sécheresses plus fréquentes, les inondations plus destructrices, les vagues de chaleur qui grillent les récoltes en quelques jours, tous ces facteurs combinés menacent la capacité de la planète à nourrir une population mondiale en croissance. Dans les régions où les températures atteignent déjà des seuils physiologiques proches des limites humaines, certaines zones du golfe Persique, du sous-continent indien, de l'Afrique équatoriale, la chaleur humide pourra un jour dépasser ce que le corps humain peut supporter, même à l'ombre. À 4 degrés de réchauffement mondial, des zones entières de notre planète deviendraient invivables sans climatisation permanente. Et la climatisation a elle-même un coût énergétique qui alimente le réchauffement. Une spirale brutale. Voilà le tableau d'ensemble. Un système planétaire sous pression, des événements extrêmes qui s'enchaînent, des populations déplacées par millions. Mais tout ça, c'est ce qui se passe déjà, avec 1,5 degré de réchauffement. La vraie question reste entière, vers quoi allons-nous exactement ? Les scientifiques ont construit des cartes pour répondre à cette question. Des cartes de futurs possibles. Et ce qu'elles montrent mérite qu'on s'y arrête. Les scénarios que les scientifiques ont construits pour la fin du siècle ne sont pas des prédictions, ils sont des cartes de futurs possibles, tracées selon les choix que nous allons faire ou ne pas faire dans les prochaines décennies. Et ce que ces cartes montrent, c'est un éventail de mondes radicalement différents, séparés non pas par des siècles d'histoire, mais par quelques degrés sur un thermomètre. Le GIEC, dans son 6e rapport d'évaluation, a défini 5 grands scénarios pour le siècle à venir. Chacun correspond à une trajectoire d'émissions différente, du plus ambitieux, où nous réduisons massivement et rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, au plus pessimiste, où nous accélérons au contraire
notre consommation de combustibles fossiles. La différence entre ces scénarios, en termes de réchauffement à la fin du siècle, va d'1,5 degré à plus de 4,5 degrés. En apparence, c'est un détail. En réalité, c'est la différence entre un monde difficile mais encore gérable et un monde qui ressemble à peine à celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Commençons par le scénario le plus optimiste. Un monde où nous tenons nos promesses climatiques, ou mieux, où nous les dépassons. Un monde où les énergies renouvelables remplacent rapidement les combustibles fossiles, où les forêts sont préservées et restaurées, où les émissions de gaz à effet de serre atteignent 0 net avant le milieu du siècle. Dans ce scénario, le réchauffement se stabilise autour d'1,5 degré ou 2 degrés. C'est le monde de l'accord de Paris. Ce monde-là n'est pas un paradis. 1,5 degré de réchauffement, c'est déjà des vagues de chaleur plus fréquentes, des événements extrêmes amplifiés, une montée des eaux significative, des récifs coralliens sérieusement endommagés, des millions de personnes contraintes de s'adapter. Mais dans ce scénario, les systèmes humains et naturels ont encore une capacité à s'adapter. Les points de basculement sont dans l'ensemble évités. L'humanité souffre, mais survit sans bouleversement civilisationnel majeur. Maintenant, décalons légèrement notre regard vers le scénario intermédiaire, celui qui correspond à peu près à la trajectoire actuelle si les engagements climatiques des États sont respectés, ce qui est loin d'être garanti. Ce scénario aboutit à un réchauffement de l'ordre de 2,5 degrés à 3 degrés d'ici 2100. Et là, les conséquences changent de nature. À 2,5 degrés de réchauffement mondial, les sécheresses sévères se multiplient par 4 par rapport à l'ère pré-industrielle. Dans certaines régions d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, les vagues de chaleur atteignent des durées et des intensités sans précédent dans l'histoire humaine. Imaginez des semaines entières où la combinaison de température et d'humidité rend le simple fait d'être à l'extérieur potentiellement fatal. Pas inconfortable, fatal. Ces conditions existent déjà dans certaines zones du Golfe Persique. À 2,5 degrés de réchauffement mondial, elles se propagent à des régions habitées par des centaines de millions de personnes supplémentaires. Le GIEC est clair. À ce niveau de réchauffement, plus de 5 milliards de personnes, soit environ la moitié de la population mondiale actuelle, souffriront de difficultés d'accès à l'eau potable pendant au moins une partie de l'année. Le cycle de l'eau, ce système planétaire qui transporte la vie des nuages aux rivières, aux nappes phréatiques, se dérègle. Les régions déjà sèches deviennent plus sèches encore. Les régions humides reçoivent leurs précipitations de façon plus erratique, en épisodes intenses, entrecoupés de longues sécheresses. Et les glaciers de montagne, ces réservoirs d'eau douce dont dépendent des continents entiers pour leur agriculture, continuent de fondre jusqu'à disparaître pour certains. L'agriculture mondiale subit un coup de boutoir. Les rendements agricoles diminuent dans les régions tropicales et subtropicales, exactement là où se concentre la plus grande partie de la population mondiale la plus pauvre. Les canicules brèves mais intenses pendant les phases critiques de croissance des céréales, la floraison du blé, là que les continents se réchauffent plus vite que les océans, et l'Europe encore plus vite que la moyenne mondiale. Un monde à 3 degrés de réchauffement mondial, on imagine facilement quelque chose de familier en pire. Les mêmes étés, juste plus lourds. Mais les scientifiques s'accordent sur une réalité plus radicale. À ce niveau de réchauffement, la structure même du climat change. Les sécheresses de l'été méditerranéen durent plusieurs mois dans le sud et l'ouest de la France. Les inondations catastrophiques se multiplient dans le nord. Les incendies de forêt ne sont plus des accidents estivaux, mais une réalité permanente d'une grande partie du paysage européen. Les cultures traditionnelles du Midi deviennent impossibles à maintenir. Des villes côtières françaises commencent à faire face au recul de leurs traits de côte, non plus en décennies, mais en années. Mais pour que ces projections cessent d'être abstraites, ancrons-les dans des lieux que nous connaissons. Prenons la France. Non pas comme un symbole, mais parce que c'est un territoire dont on peut suivre la transformation avec précision, et parce que ce qui arrive à la France illustre ce qui arrive à l'ensemble des pays tempérés, des pays qui se croyaient relativement protégés. En 2024, la France métropolitaine a connu une année sans hiver notable dans de nombreuses régions. Les stations de ski des Pyrénées à basse altitude ont fonctionné à l'enneigement artificiel sur fond de prairies vertes. Le Rhône, la Loire, la Garonne ont affiché des niveaux d'étiage, c'est-à-dire leurs niveaux les plus bas, de plus en plus préoccupants chaque été. Les nappes phréatiques du sud-ouest, dont dépend une agriculture en maraîchage intensif, sont sous pression structurelle depuis plusieurs années consécutives. Ce ne sont pas des anecdotes météorologiques. Ce sont les premiers signaux d'une réorganisation climatique du territoire. Les études du CNRS et de Météo France convergent sur une trajectoire claire pour la France à l'horizon 2050, même dans les scénarios intermédiaires. Les étés dans le bassin méditerranéen deviennent comparables aux étés actuels du Maghreb, avec des températures régulièrement supérieures à 40 degrés sur des périodes prolongées. Les vendanges,
déjà avancés de plusieurs semaines en 50 ans dans les grandes régions viticoles, continuent leur glissement vers l'été, ce qui modifie l'acidité, le taux de sucre, le profil aromatique des vins. Certains grands crus du Bordelais ou de la Bourgogne, dans leur expression traditionnelle, pourraient devenir impossibles à produire d'ici 2 ou 3 générations. Ce n'est pas une catastrophe au sens de la destruction physique, c'est une forme de deuil culturel silencieux. Les villes françaises sont elles aussi en première ligne. Paris est déjà une des villes qui se réchauffe le plus vite d'Europe, à cause de l'effet îlot de chaleur urbain combiné au réchauffement global. La canicule de 2003 a tué environ 15 000 personnes en France en 2 semaines. Les projections pour des épisodes similaires dans un monde à 2 ou 3 degrés de réchauffement, sans adaptation massive des villes, font froid dans le dos. L'asphalte, le béton, l'absence de végétation dans les cœurs urbains denses transforment les villes en fours pendant les vagues de chaleur. Des quartiers entiers, peuplés de personnes âgées vivant seules dans des appartements sans climatisation, deviennent des zones à risque. Le gouvernement français a pris acte de cette réalité. Le plan national d'adaptation au changement climatique, adopté pour la période 2025 à 2028, intègre une trajectoire de référence explicite. La France se prépare à un pays à plus 4 degrés d'ici 2100. 4 degrés. Ce chiffre est là, dans les documents officiels de planification de l'État. Il ne s'agit pas d'un scénario catastrophiste de chercheurs alarmistes. C'est la trajectoire de référence retenue par l'administration française pour anticiper l'avenir de ses infrastructures, de son agriculture, de son système de santé. Ce que ça signifie pour le quotidien est vertigineux. Les normes de construction des bâtiments devront être entièrement repensées, non plus seulement pour économiser l'énergie en hiver, mais pour résister à des étés de plus en plus meurtriers. Les espèces cultivées dans les champs français devront progressivement changer. Le maïs du sud-ouest perdra de l'eau que les aquifères ne pourront plus fournir, tandis que des cultures méditerranéennes progressent vers le nord. Les espèces forestières plantées aujourd'hui, dont le cycle de vie dépasse le siècle, devront être choisies pour le climat de 2100, pas pour celui de 2025. Et la France n'est pas isolée dans cette transformation. L'Europe du Sud, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, est l'une des régions qui se réchauffe le plus vite du monde. Elle est déjà engagée dans une désertification rampante de ses territoires intérieurs, une multiplication des incendies sans précédent, une pression croissante sur ses ressources en eau. La Méditerranée, ce berceau de civilisation, devient une frontière climatique, une zone de contact entre le vieux monde européen et un Maghreb, un Proche-Orient et une Afrique subsaharienne frappée par des conditions qui rendent certaines régions de moins en moins habitables. Ce contexte géopolitique, couplé aux pressions migratoires qui en découlent, va redessinant les fractures politiques européennes d'une façon que nous ne faisons que commencer à percevoir. À l'échelle mondiale, les impacts humanitaires d'un monde à 3 degrés sont d'une ampleur qui dépasse notre capacité intuitive à les saisir. La moitié de la population mondiale sera soumise à des températures potentiellement létales pendant au moins 20 jours par an. En Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Asie du Sud, ces épisodes peuvent durer plus de 100 jours. Des régions entières deviennent difficiles à habiter sans climatisation permanente. Or, la climatisation consomme de l'énergie, souvent produite à partir de combustibles fossiles, ce qui réchauffe encore davantage la planète dans une boucle cruelle. Les migrations humaines, dans ce scénario, ne sont plus des flux, ce sont des vagues. Des dizaines de millions de personnes en mouvement permanent, fuyant les zones inhabitables vers les régions encore vivables. Mais les régions encore vivables sont elles-mêmes sous pression. Les systèmes politiques, économiques et sociaux craquent sous la tension des déplacements massifs, des crises alimentaires, de la compétition pour l'eau. La géopolitique de la fin du siècle pourrait être dominée non pas par des guerres de territoire au sens traditionnel, mais par des guerres de ressources, d'eau, de terres arables, de stabilité climatique. Les scientifiques du GIEC ont documenté ce qu'ils appellent des pertes et dommages irréversibles, des conséquences du changement climatique qui ne peuvent plus être annulées par l'adaptation ou la réduction des émissions. La disparition de certaines cultures et langues avec les peuples forcés de quitter leurs terres ancestrales. La perte de vie humaine dans des canicules que nous avons causées. La submersion d'îles habitées depuis des millénaires. Ces pertes ne se remplacent pas. Ce sont des pages arrachées à l'histoire de l'humanité, des pages que nous sommes en train de brûler. Et pourtant, et c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu, il se passe quelque chose d'étrange et de réel dans le monde des énergies propres. Mais avant d'y arriver, il faut mettre un mot sur une dimension du problème qu'on oublie trop souvent dans les discussions sur les degrés et les gigatonnes. La question de qui paie. Et surtout, la question de qui souffre déjà. Prenons un chiffre simple.
Les pays qui ont historiquement le plus contribué aux émissions de gaz à effet de serre, les États-Unis, l'Europe, le Japon et dans une moindre mesure la Chine plus récemment, ont émis l'écrasante majorité du CO2 accumulé dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. L'Afrique subsaharienne, le sous-continent indien, les petits États insulaires du Pacifique et des Caraïbes, une fraction. Pourtant, ce sont eux qui font face aux impacts les plus dévastateurs et les plus immédiats. Sécheresse, cyclones d'une intensité sans précédent, montée des eaux qui menacent des nations entières. Les Maldives, un archipel de l'océan Indien dont aucune île ne dépasse quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, pourrait être inhabitable bien avant la fin du siècle. Leur gouvernement a déjà acheté des terres en Inde pour relocaliser sa population si nécessaire. Le Tuvalu, minuscule État du Pacifique, a signé un accord avec l'Australie pour accueillir ses citoyens si l'archipel est submergé. Ces nations n'ont émis pratiquement rien. Elles disparaissent pour des décisions prises à des milliers de kilomètres de leurs côtes. La question de la finance climatique, ces centaines de milliards que les pays riches ont promis aux pays vulnérables pour financer leur adaptation et leur transition, est au cœur de chaque négociation climatique depuis l'accord de Paris. Et à chaque COP, le constat est le même. Les promesses ne sont pas tenues, ou sont comptabilisées de façon créative, ou arrivent sous forme de prêts plutôt que de dons, ce qui n'est pas la même chose pour un pays qui doit déjà gérer une dette extérieure écrasante. La COP29 à Bakou, fin 2024, a accouché d'un accord jugé dramatiquement insuffisant par la quasi-totalité des délégations des pays en développement. L'objectif adopté, loin des centaines de milliards annuels supplémentaires demandés, a déclenché une vague de frustration et de colère qui en dit long sur l'état des relations entre le Nord et le Sud dans cette crise commune. C'est une équation morale et politique qui ne disparaîtra pas. Plus le réchauffement s'accélère, plus les dommages s'accumulent dans les pays les moins responsables. Plus la pression pour une forme de réparation ou de compensation s'intensifie. Le concept de pertes et dommages, reconnu officiellement dans les textes de la COP27 en 2022, tente de mettre un cadre sur cette réalité. Certaines conséquences du changement climatique sont désormais au-delà de l'adaptation. On ne peut plus s'adapter à la disparition de son île. On ne peut plus s'adapter à la perte de sa langue, de ses ancêtres enterrés sous une terre submergée. Ce sont des dommages irréversibles, qui méritent une reconnaissance et une compensation. Mais le débat sur qui paye combien et comment est loin d'être résolu. Comprendre cette dimension, c'est comprendre pourquoi le réchauffement climatique n'est pas qu'une affaire de thermomètre et d'atmosphère. C'est une histoire de justice entre nations, entre générations, entre ceux qui ont profité de l'industrialisation et ceux qui en payent le prix sans en avoir jamais touché les dividendes. Et cette histoire-là va continuer de s'écrire, avec ou sans consensus politique, à mesure que les impacts s'aggravent et que les populations les plus vulnérables perdent patience avec des promesses qui tardent à se concrétiser. L'énergie solaire, dont le coût a chuté de plus de 80% entre 2010 et 2020, c'est-à-dire divisé par 5 en une décennie, est maintenant la source d'énergie la moins chère à installer dans la majeure partie du monde. Plus qu'une centrale à charbon, plus qu'une centrale à gaz. Même comparé au coût d'exploitation de centrales déjà construites, le solaire est souvent plus compétitif. Ce n'est plus un argument écologique, c'est un argument économique brutal. Et l'économie, contrairement à la politique, ne se soucie pas des préférences idéologiques. En 2024, les énergies renouvelables représentaient 15% de la production électrique mondiale, contre 13% l'année précédente. Ce n'est pas spectaculaire en chiffres absolus, mais la vitesse de croissance est sans précédent dans l'histoire de l'énergie. La Chine, à elle seule, représentait près de 60% des nouvelles capacités d'énergie renouvelable installées dans le monde en 2024. La moitié des capacités solaires et éoliennes mondiales sont désormais chinoises. Et la batterie au lithium qui permettait de stocker de l'électricité solaire coûtait 10 fois plus cher il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Voilà le paradoxe vertigineux de notre époque. D'un côté, les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Elles n'ont pas encore atteint leur pic. Les énergies fossiles représentent toujours environ 80% de l'approvisionnement énergétique mondial. La transition énergétique s'accélère, mais les énergies renouvelables s'ajoutent à la demande mondiale en énergie plutôt que de remplacer les combustibles fossiles. C'est comme essayer de vider une baignoire avec un verre tout en laissant le robinet ouvert, mais en augmentant progressivement la taille du verre. De l'autre côté, la dynamique est réelle et potentiellement irrésistible. Les technologies sont là. Le solaire, l'éolien, le stockage par batterie, les véhicules électriques, les pompes à chaleur, toutes ces technologies existent, sont matures et deviennent moins chères chaque année. Les Nations Unies estiment que la réduction de la pollution et des effets sur le climat grâce aux énergies renouvelables pourrait économiser au monde
des milliers de milliards de dollars par an d'ici 2030. La santé publique seule, moins de pollution atmosphérique, moins de maladies respiratoires, justifie économiquement la transition, indépendamment du climat. Mais voici le problème central que personne ne veut vraiment regarder en face. La transition énergétique, même accélérée, même soutenue par toutes les innovations technologiques imaginables, prend du temps. Les infrastructures énergétiques ne se remplacent pas en quelques années, elles se remplacent en décennies. Et pendant ce temps, le carbone que nous avons déjà émis reste dans l'atmosphère pendant des siècles. 1 degré de réchauffement qu'on a causé aujourd'hui ne disparaît pas si on arrête d'émettre demain. Le CO2 est tenace. Il s'accroche à l'atmosphère pendant 100, 200, parfois 1000 ans. C'est ce qui explique l'attrait croissant pour les technologies de capture du carbone. Ces machines qui aspirent le CO2 déjà présent dans l'air pour essayer de l'extraire et de le stocker. La logique est séduisante. Si nous ne pouvons pas suffisamment réduire nos émissions assez vite, peut-être pouvons-nous compenser en retirant du carbone de l'atmosphère. Des entreprises comme Climeworks ont construit des installations en Islande qui font exactement ça. Mais il y a un problème de taille, littéralement de taille. L'installation la plus grande au monde pour la capture directe de CO2 dans l'air capte l'équivalent des émissions de quelques centaines de voitures par an. Pour traiter significativement les émissions mondiales actuelles, il faudrait des millions d'installations de ce type, en consommant une quantité d'énergie qui pourrait facilement doubler la consommation électrique mondiale actuelle. Les coûts sont astronomiques, les limitations physiques sont réelles. La technologie existe, mais elle est infiniment trop petite face au problème. La géo-ingénierie solaire, l'idée d'injecter des particules dans la stratosphère pour réfléchir une partie de la lumière du Soleil et refroidir la planète, un peu comme le font les grandes éruptions volcaniques, est explorée par des chercheurs sérieux comme une option de dernier recours. L'analogie volcanique est d'ailleurs parlante. Quand le Pinatubo a érupté aux Philippines en 1991, il a projeté assez de soufre dans la stratosphère pour abaisser la température mondiale d'environ 1,5 degré pendant 18 mois. Et les récoltes agricoles de l'hémisphère nord ont simultanément souffert d'une réduction du rayonnement solaire. Des chercheurs proposent de reproduire l'effet refroidissant de façon artificielle et contrôlée, en utilisant des avions ou des ballons pour diffuser régulièrement des aérosols soufrés à haute altitude. En théorie, ça pourrait fonctionner pour abaisser les températures rapidement. En pratique, les risques sont terrifiants. Si on commence à injecter des aérosols et qu'on s'arrête, pour n'importe quelle raison, politique, économique, conflit, le réchauffement mis en pause reprend d'un coup à une vitesse que les écosystèmes et les sociétés humaines n'auraient aucune chance d'absorber. Les forêts, les cultures, les populations n'auraient pas eu le temps de s'adapter progressivement, elles subiraient en quelques années un choc climatique que le réchauffement naturel aurait mis des décennies à produire. Les scientifiques appellent ce risque le choc de terminaison. Et il y a d'autres inconnues troublantes. Des effets sur la mousson asiatique qui pourraient s'affaiblir. À l'échelle planétaire, on touche un équilibre dont nous ne maîtrisons pas toutes les interactions. On traite les symptômes, pas la cause. Et si le traitement s'interrompt brutalement, le patient s'effondre. L'Académie des sciences françaises, dans un rapport de 2025, a mis en garde contre cette fascination pour les technologies miracles, soulignant qu'elles risquent de détourner l'attention et les financements de la seule solution structurelle qui existe, réduire rapidement et massivement les émissions de gaz à effet de serre. La vraie solution n'est pas glamour. Elle n'implique pas des machines futuristes, ni des expériences atmosphériques à l'échelle planétaire. Elle implique de fermer des centrales à charbon, d'électrifier les transports, d'isoler les bâtiments, de modifier les systèmes agricoles et de cesser de subventionner les industries fossiles à hauteur de milliers de milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Et là se trouve le vrai nœud du problème. Les technologies pour réduire nos émissions existent. Le blocage est ailleurs, politique, économique, social. La volonté de les déployer à la vitesse nécessaire fait défaut. Les engagements pris lors des COP successives restent largement insuffisants par rapport à ce que la science exige. Selon une évaluation publiée après les engagements climatiques présentés à la COP, les promesses actuelles des États nous conduisent vers un réchauffement d'au moins 2,5 degrés, probablement 3 degrés, dans un meilleur scénario où tous les engagements sont tenus. Ce qui est loin d'être acquis. La réélection de Donald Trump aux États-Unis fin 2024 et sa décision de retirer à nouveau son pays de l'accord de Paris illustrent cette tension permanente entre l'urgence scientifique et la réalité politique. Les États-Unis sont le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre. Chaque année d'inaction américaine représente des millions de tonnes de CO2 supplémentaires dans l'atmosphère. Du CO2 qui sera là pour des siècles. Et pourtant,
Pendant ce temps, des États américains comme la Californie, le Colorado ou New York poursuivent leurs propres politiques climatiques ambitieuses indépendamment de Washington. Des villes comme Houston, ravagées par des ouragans toujours plus intenses, commencent à intégrer le risque climatique dans chaque décision d'infrastructure. La fracture n'est pas seulement internationale, elle est interne à chaque nation, chaque société, chaque communauté. Mais il serait faux de conclure que tout est perdu. Dire le contraire serait une posture, pas une lecture honnête des dynamiques en cours. Les énergies renouvelables continuent de croître à une vitesse qui aurait paru impossible il y a 20 ans. Leurs coûts continuent de baisser. Les pays, les villes, les entreprises qui ont investi massivement dans la transition énergétique découvrent que c'est non seulement la bonne chose à faire pour le climat, mais souvent la bonne chose à faire pour leur économie. L'emploi dans les secteurs des énergies propres croît. La dépendance aux importations d'énergie fossile diminue, ce qui est une aubaine géopolitique autant qu'environnementale. L'Allemagne, souvent citée comme contre-exemple à cause de sa dépendance passée au charbon et au gaz russe, a pourtant produit en 2024 plus de 60% de son électricité à partir de sources renouvelables. Un record historique. Le Danemark, lui, a produit certains jours plus d'électricité éolienne qu'il n'en consommait, exportant le surplus vers ses voisins. Ces exemples ne résolvent pas le problème mondial, mais ils prouvent que la transition est techniquement réalisable à l'échelle d'une économie industrielle développée, sans effondrement du réseau électrique, ni explosion des factures pour les ménages. Ce que les pessimistes déclaraient impossible il y a 10 ans se passe aujourd'hui, à grande échelle, dans des pays réels. Des solutions basées sur la nature, la reforestation à grande échelle, la restauration des mangroves et des tourbières, l'agriculture régénérative qui restaure la teneur en carbone des sols, offrent des puits de carbone naturels à des coûts bien plus raisonnables que les technologies de capture artificielle. Une mangrove côtière stocke jusqu'à 5 fois plus de carbone par hectare qu'une forêt tropicale ordinaire, tout en protégeant les côtes des tempêtes et en servant de nurserie à des centaines d'espèces marines. Une tourbière restaurée absorbe le carbone pendant des millénaires, alors qu'une tourbière drainée ou incendiée le libère instantanément. Ces solutions ne font pas les titres des journaux techno, comme un aspirateur à CO2 géant, mais elles fonctionnent, elles sont disponibles dès maintenant, et leur coût est sans commune mesure avec celui des alternatives industrielles. La Banque mondiale a estimé que des actions immédiates pour réduire les émissions pourraient diminuer l'ampleur des migrations climatiques internes de 80% d'ici 2050. 80%. Ce chiffre dit tout sur l'immensité de ce qui est encore possible si nous choisissons d'agir. Les villes, qui abritent aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale et sont responsables d'une part considérable des émissions mondiales, commencent à être repensées. Des villes comme Copenhague, qui visent la neutralité carbone, ou des quartiers entiers repensés pour les piétons et les cyclistes, montrent qu'un mode de vie différent est non seulement possible, mais souvent plus agréable. Moins de bruit, moins de pollution atmosphérique, plus d'espaces verts, plus de liens sociaux. La lutte contre le réchauffement climatique peut être une opportunité de repenser nos espaces de vie. La jeunesse mondiale, de Greta Thunberg aux millions d'élèves qui ont marché pour le climat dans les rues de centaines de villes à travers le monde, a changé quelque chose dans le débat public. En France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, des procès intentés par des jeunes contre leur propre gouvernement pour insuffisance d'action climatique ont abouti à des jugements historiques. La justice commence à reconnaître ce que la science dit depuis des décennies. La prise de conscience que le système actuel est incompatible avec un avenir vivable s'est diffusée d'une façon qui ne se retournera pas. Les générations qui grandiront dans un monde déjà marqué par les conséquences du réchauffement climatique seront les électeurs, les décideurs, les ingénieurs et les entrepreneurs de la deuxième moitié du siècle. Leur rapport au problème est fondamentalement différent de celui de leurs parents. Mais voici ce que la science nous dit avec une clarté sans équivoque. La fenêtre pour contenir le réchauffement à des niveaux gérables se rétrécit à chaque année qui passe. Chaque année d'émissions supplémentaires rend la tâche exponentiellement plus difficile. Les engagements climatiques du GIEC sont nets. Pour rester sous 2 degrés de réchauffement, les émissions mondiales doivent commencer à baisser maintenant. Pas dans 10 ans, pas après la prochaine élection, maintenant. Pour rester sous 1,5 degré, elles devaient commencer à baisser hier. Ce que nous choisissons de faire dans les 10 prochaines années déterminera le monde dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vivront pendant des siècles, et leurs enfants après eux. La physique atmosphérique ne négocie pas. Le CO2 que nous émettons aujourd'hui sera encore dans l'atmosphère dans 300 ans. Les choix de notre génération, la génération des années 2010, 2020, 2030, sont des choix permanents.
Nous écrivons en ce moment même l'histoire climatique de la planète pour les siècles à venir. Et c'est là que se trouve la question qui dépasse la science, qui dépasse la politique, qui vous touche, vous, directement, maintenant. Pas dans un siècle, pas dans un futur abstrait. Dans votre vie quotidienne, dans les choix que vous faites, dans les politiques que vous soutenez ou que vous ignorez, dans la façon dont vous parlez de ce sujet à ceux qui vous entourent. Le réchauffement climatique a trouvé ses réponses scientifiques depuis longtemps. Elles sont là, documentées, publiées, consensuelles. Ce qui manque, c'est la volonté collective de les appliquer. Une décision sur ce que nous considérons comme inacceptable. Sur quelle version du futur nous sommes prêts à défendre. La planète Terre, elle, s'adaptera. Elle l'a fait des millions de fois dans son histoire, face à des bouleversements bien plus radicaux que ce que nous lui faisons subir. Dans quelques millions d'années, les archéologues de quelques civilisations futures regarderont les couches géologiques de notre époque et y verront la signature chimique de ce moment. Un pic de carbone brusque et soudain, la marque d'une espèce qui a transformé son atmosphère en moins de 3 siècles. Ce qui n'est pas écrit d'avance, c'est si cette civilisation future sera la nôtre. Le choix est là. Et il est encore temps, juste à temps peut-être, de le faire différemment. Si cette plongée au cœur du réchauffement climatique vous a appris quelque chose, si elle a bousculé votre façon de voir les choses, alors abonnez-vous à La Science Assoupie et laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce sont ces gestes simples qui nous permettent de continuer à vous apporter des explorations sérieuses, rigoureuses et honnêtes des grandes questions qui façonnent notre époque. On se retrouve très bientôt pour la prochaine.